Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci de faire en sorte que effectivement cette émission continue à faire les portraits de personnes, de jeunes hommes, jeunes femmes, des anciens, mais surtout les jeunes générations qui font la société française d'aujourd'hui et de demain. Et donc aujourd'hui on va accueillir une blogueuse de société qui est très engagée. Mounia Velati, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être parmi nous. Merci. Et donc, on va parler de vous, de votre histoire. Vous êtes né où? Vous êtes de quelle origine? Vous avez grandi où? Alors moi je suis née à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, j'ai grandi là-bas. Je suis d'origine algérienne, donc ma mère est originaire d'Alger, mon père est originaire de Biskra. Donc moi en fait j'ai grandi à Saint-Nazaire, j'ai étudié un petit peu partout, je suis allée un petit peu à Angers, un petit peu à Biarritz, après j'ai travaillé à Paris et là du coup je suis toujours en région parisienne et je travaille depuis 2 ans là. Voilà. Alors, vous avez fait des études de quoi, Mounia? Alors j'ai fait des études d'ingénieur. Donc je suis ingénieur en gestion industrielle de formation. Et j'ai également fait un MBA en marketing digital. Voilà. Alors moi, je vous ai connu à une période où vous cherchez de l'emploi, c'était assez dur, non? Ouais. C'est dur de trouver de l'emploi quand on est un jeune, ou une jeune femme ou un jeune homme avec des origines, qu'on vient de Saint-Nazaire, un peu provincial, dans une ville comme Paris. Alors après, il y a plusieurs paramètres. C'est pas forcément le fait de venir de Saint-Nazaire, parce qu'au final, en fait, le diplôme, c'est à partir du moment où on a un diplôme qui est validé par la commission des titres d'ingénieur et la confédération des grandes écoles, on a tous le même niveau et en théorie, en fait, sur le marché du travail, on est à égalité. Après, il se trouve que le marché du travail est très tendu pour les jeunes diplômés. Et c'est surtout d'être jeune diplômé, c'est difficile de trouver du travail en France généralement. Donc, Et vous avez trouvé un travail dans quoi, alors maintenant? Vous êtes dans quoi? Alors maintenant, je suis dans l'enseignement. Voilà. Vous êtes recyclé alors dans l'enseignement? Voilà, je me suis recyclée dans l'enseignement, dans le secondaire. Et vous êtes dans le secondaire où? Vous êtes où dans le secondaire? Là, je suis dans l'académie de Créteil. Voilà. Ben voilà, on est content que c'est tout ça. Alors, est-ce que c'est pas aussi votre engagement qui a peut-être aussi un peu fait reculer les recruteurs ou... Alors, je pense pas. Je pense pas que ce soit mon engagement. En fait, c'est pas vraiment les recruteurs que ça fait reculer, c'est surtout moi, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon engagement, qu'il y avait des choses que j'étais plus capable de faire. Voilà. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de très engagé, à gauche, toute, Voilà. hein, motivée, militante, assez, enfin, pas assez, on ne peut pas dire radicale, parce que ça ne veut rien dire, radicale. Dans tous les cas, très ferme sur des valeurs. Oui, oui. Oui, après, après, ce qui est... Enfin, moi, je sais que, par exemple, après, c'est pas forcément une question d'être de gauche ou de droite, c'est à partir du moment où on adhère à des principes, à des valeurs éthiques et qu'on ne veut pas renier dessus, ça devient difficile de travailler dans certains domaines. Ça devient très difficile d'avoir certaines responsabilités. Ça peut devenir aussi assez difficile de travailler sans mettre en conflit ces valeurs-là, en fait. Et à un moment donné, il faut faire un choix, puis il faut se poser la question de est-ce que mon but c'est juste de gagner de l'argent? Est-ce que mon but c'est juste de faire fonctionner une société privée? Ou plutôt, est-ce que je préfère pas faire quelque chose qui va être utile, utile aux autres citoyens, utile à la société, en fait? Et en fait, moi je sais que je me suis toujours posé cette question-là en fait, il faut que je travaille, mais il ne faut pas que je travaille juste pour travailler, juste pour gagner de l'argent. Il faut non seulement que ça me plaise, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur la société, en fait. Parce que je ne vis pas toute seule, en fait. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que vous avez choisi l'enseignement. Bon, vous pouvez faire le passeur ou la passeuse, si vous êtes une femme. Voilà. Hein, il faut féminiser aussi les choses maintenant, Oui. puisqu'il faudrait qu'on attaque la révolution féministe, non? Oui, alors il y en a déjà qui l'ont attaquée, ça fait longtemps qu'elle a été attaquée. En fait, je suis ni la première
ni la dernière. Depuis Hubertine Auclair, il y en a eu beaucoup, mais c'est important parce qu'il y a eu des combats, comme vous dites, vous n'êtes pas la première dernière, mais les combats, ça n'a pas beaucoup avancé. On voit bien que quand on est 16% payé moins cher dans le privé, quand on voit aujourd'hui, et on va y venir parce que vous avez là-dessus, je sais que ça vous tient à cœur, quand on voit aujourd'hui le harcèlement, quand on voit aujourd'hui un certain nombre de choses, on se dit qu'il y a encore un vrai travail à faire, quoi. Oui. Même si ça a beaucoup avancé. Moi, j'étais avec les féministes, qu'on va saluer d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, qu'on connaît dans les combats, que même la mémoire de Claire Villiers qui est décédée, et d'autres aujourd'hui qui sont encore à la CGT, etc., qui sont sur ces combats-là. Mais on voit que ça avance pas assez vite encore, parce que quand on voit ce qu'on voit, et vous allez nous en parler, c'est quand même un combat où il faut vraiment éduquer les gens, quoi. C'est pas possible. Ah oui, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas que le combat féministe. En fait, tous les combats, tout ce qui est progrès social, tous les combats progressistes, là on s'en rend compte aujourd'hui, c'est jamais acquis en fait. Il faut toujours se battre pour maintenir ces progrès-là. Et faut toujours, faut pas avoir peur de demander plus en fait. Parce que le progrès, en fait, ça s'arrête pas. Faut pas se dire on a déjà eu ça, donc maintenant on va arrêter. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se repose, à partir du moment où on se dit faut arrêter de lutter, c'est là qu'on risque. C'est là qu'on risque de régresser. Et il n'y a pas que le combat féministe. Enfin là, par exemple, on le voit avec tous les acquis qu'il y a eu, ce qu'on appelle les acquis, moi j'aime pas trop ce terme-là parce que justement c'est pas acquis, mais ce qu'on appelle les acquis sociaux. Les avancées. Voilà, le progrès social, tout ce qui est par exemple les 35 heures, les statuts des fonctionnaires, d'ailleurs c'est d'actualité avec les mouvements sociaux là, des cheminots, on voit bien que c'est clairement pas acquis et que justement chaque jour il y a des politiques qui régressent, qui nous font régresser parfois même jusqu'au 19e siècle, quoi. Donc et pourtant il y a toujours eu des syndicats, pourtant il y a toujours eu des militants. Après, est-ce qu'il y a une remise en question à se faire? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien, pourquoi on est toujours en danger, pourquoi il y a un risque de régression, est-ce que c'est une question d'unité, est-ce que c'est une question de division? Il y a plein de questions à se poser et la question du droit des femmes, c'est un combat en fait c'est une lutte qui peut pas s'arrêter d'ailleurs, comme toutes les autres luttes, que ce soit la lutte antiraciste ou même la lutte des classes, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Donc c'est marrant quand on entend des gens dire que vous avez déjà eu le droit de vote, donc maintenant c'est pas la peine de demander plus, ou vous travaillez moins, c'est normal que vous soyez moins payé, ou encore Jérôme Cahuzac qui disait il n'y a pas si longtemps à la télévision que la lutte des classes ça n'existe pas. C'est toujours très drôle en fait d'entendre des choses comme ça. Mais il y avait quelqu'un qui disait les concernant qu'ils osent tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Oui, voilà. Hein? Voilà. Alors, moi, je trouve que je vous écoute avec attention parce que je trouve que, vu votre jeune âge, parce que jeune militante qui arrive, vous avez déjà une analyse assez forte justement sur cette question de synergie des luttes. Parce que justement, aujourd'hui, le fait de dissocier les luttes, ça permet aussi, parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, quand je débat avec des gens qui luttent contre les discriminations liées à l'origine, je leur dis, mais si vous voulez lutter contre ça, l'égalité n'est pas à géométrie variable, il faut lutter aussi pour l'égalité des femmes, il faut lutter. On ne peut pas dissocier l'égalité. Oui. Il faut créer des synergies des luttes. Et moi, je me suis, dans mon parcours, beaucoup appuyé sur les luttes des femmes. Oui. C'est ça que quand on a créé sur Hubertine Auclair et tout ça avec d'autres, parce que je pense que c'est les synergies des luttes qui font qu'on continue à maintenir, parce que je sais que vous n'avez pas le terme les acquis, mais en tous les cas, à maintenir le progrès et à continuer le progrès. Oui, après, moi, même si c'est pas forcément mon point de vue, parce que moi j'estime que toutes les luttes en fait sont liées entre elles, faut bien comprendre aussi qu'à un moment donné il y a des priorités et qu'on ne peut pas forcément être sur tous les plans tout le temps. Donc moi en fait j'en veux pas aux gens qui on va dire entre guillemets segmentent, même si je trouve que c'est en termes de stratégie sur le long terme ça marche, pour moi ça marche pas. Parce que y a des compromis à faire, mais il y a des compromis qui sont pas, il y a des choses qui sont pas négociables. Mais faut comprendre aussi que pour certaines personnes, les discriminations raciales, c'est une priorité. C'est pour certaines personnes, l'oppression raciste, elle peut être beaucoup plus violente que les autres.
Et puis il faut comprendre aussi que souvent, malheureusement, comme Nadine Morano avait dit qu'on était dans un pays de race blanche chrétienne, donc bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais on fait partie quand même, à partir du moment où une personne non blanche, on fait partie des minorités. Et quand on est minoritaire, ou quand on n'est pas du bon côté du rapport de force, à chaque fois qu'on va parler de ces problématiques, dans une organisation où la majorité des militants et des adhérents appartiennent à la classe dominante, appartiennent à une classe un peu plus privilégiée, et on va toujours nous répondre que c'est pas la priorité. Où on va nous dire les problématiques racistes, c'est à cause du capitalisme, donc d'abord faut lutter contre le capitalisme, après on verra pour vos histoires. Alors que le racisme, ça n'existe pas que chez les riches. C'est quelque chose, le racisme, c'est quelque chose de structurel. C'est le système c'est systémique. Donc ça va des institutions publiques et privées jusqu'à sa propre vie privée, jusqu'à notre entourage, jusqu'à même dans notre vie privée. On peut avoir des gens autour de nous qui le sont, qu'on côtoie tous les jours, ça peut être des collègues, parfois ça peut même être des amis. Et en fait, il faut bien comprendre que tenir des propos racistes, faire preuve d'un acte raciste, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. En fait, il faut arrêter de penser que être raciste, c'est une insulte. C'est juste que, en fait, il faut bien comprendre que à partir du moment où on a un privilège, il faut bien comprendre qu'on a les moyens d'être raciste, qu'on a tous les moyens d'être sexiste, qu'on a aussi les moyens d'être classiste, parce que bon, il y a un terme pour ça maintenant. Alors, je trouve que ça c'est intéressant parce que effectivement, on est tous porteurs. Moi, le premier, d'une part de sexisme, d'une part de racisme, d'une part de ceci. La question, c'est est-ce que je laisse développer ou est-ce que je fais un travail sur moi pour justement éviter que ça ne déborde. Oui, voilà. Après, le travail sur soi, on n'a pas forcément les moyens de le faire parce qu'on n'a pas forcément les connaissances ou les données justement pour travailler sur soi. Par contre, le meilleur moyen, en fait, c'est d'écouter. C'est d'écouter les personnes qui sont les premières personnes concernées. Et quand ces personnes-là vont avoir un accès de colère, parce que c'est légitime comme colère, ou vont nous dire plus ou moins sèchement, là, ce que tu viens de dire, non, ça va pas. Et en fait, faut être capable de ravaler sa fierté, de ravaler un petit peu son ego et de se dire oui, peut-être, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Oui, c'est ça, d'être capable de se rendre compte. Et moi, ce que j'ai aimé quand tu expliquais les choses, c'est que comment on traite, parce que tu parlais de choses, le problème, c'est qu'on peut traiter des particularités sans faire des particularismes. C'est ça le but des luttes. Oui. Et comment on peut travailler dans la globalité sans diluer ces particularités. Ouais, mais alors, travailler dans la globalité, c'est un peu compliqué. Enfin, à un niveau individuel, c'est un peu compliqué. La globalité, on est obligé de passer par le travail collectif. Et là, pour le coup, on est obligé de passer par... là, il faut faire des compromis. Là, il faut choisir les agendas prioritaires. Et faut mettre de côté... parfois, il faut mettre de côté certaines luttes. On est obligé. Pour pouvoir faire pour avoir un message qui porte, on est obligé en fait parfois de s'unir. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait le 31 octobre 2015 lors de la marche de la dignité. Il y avait plusieurs organisations, des sensibilités politiques différentes, des compositions sociologiques aussi différentes, mais on a envoyé un message fort, quoi. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même... Le problème qu'on a, c'est effectivement, vous avez dit qu'il faut mettre ses égos de côté, etc. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a des gens qui font des petites épiceries, entre guillemets, et qui pensent qu'ils sont dépositaires d'une lutte par rapport à d'autres, au lieu d'aller chercher les synergies, comme vous le dites, quand on essaie de fédérer plus largement, quand on essaye parce que le but, c'est de vulgariser, c'est que tout le monde s'accapare, parce que ça concerne tout le monde en réalité. Oui. C'est pas que les gens... la lutte, l'engagement pour le droit des femmes, pour l'égalité femmes-hommes, ça ne concerne pas que les femmes, c'est aussi la responsabilité des hommes de faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche. Oui, après la segmentation, je ne sais pas si on peut vraiment parler de segmentation. C'est vrai que il
c'est vrai qu'il ne s'agit pas que chacun lutte pour sa propre paroisse et ignore les autres, c'est pas ça. Mais c'est en fait, on peut compter que sur les premiers concernés pour lutter. Il n'y a que eux en fait qui ont les moyens de s'émanciper. Après, les autres personnes qui ne sont pas concernées, mais du coup qui sont privilégiées, elles, leur boulot, c'est de savoir écouter. Et justement, quand il y a faut savoir se rassembler quand il y a des objectifs communs, quand il y a des objectifs politiques communs. Et faut savoir faire des alliances de circonstances. Après, voilà, faut bien se mettre en tête que les alliances, c'est que de circonstances, faut pas que ça devienne une alliance forcée. Et ça se fait pas sans compromis. Et après, faut bien comprendre aussi que on n'a pas forcément tous les moyens de faire des compromis non plus. Et en fait, il faut savoir aussi être bienveillant avec ceux qui pensent pas forcément comme nous, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que le fait que les dérives qu'il peut y avoir de querelles entre militants ou de personnes qui tirent la couverture sur elles, c'est aussi parce qu'on est dans un système politique qui pousse vers ça. Et parce qu'il y a toujours ce fameux conflit de est-ce qu'on lutte dans le système pour le faire ou hors système. Après, il y a toujours. Je dis que les deux, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour toi, pardon, mais moi je dis les deux. C'est comme l'étau. S'il n'y a pas les deux choses, on ne peut pas saisir les choses, quoi. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut choisir le système dans lequel où on est sûr d'être efficace. Tout à fait. Voilà. En fait, après, ça, c'est une question de... Moi, j'ai toujours parlé de synergie des luttes. Ouais, de choix personnels. Après, le truc, c'est... le truc, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que même quand on lutte hors système, parce que ce qu'on prétend lutter hors système, on est influencé par ce système. Et de toute manière, le système qui existe maintenant, c'est celui qui est le plus visible, c'est celui qui domine. Donc, il faut bien comprendre que les dés sont pipés et qu'on joue pas dans la même cour, quoi. Mais on n'est jamais hors système, parce qu'en réalité, la société française, on n'est pas hors. On peut se dire, mais on est dans le système de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est dedans. Alors on est engagé dans des trucs, après on n'est pas dans des cases, mais on est dedans puisque c'est un système global. La mondialisation, c'est un système. Tout le monde est dedans. Ceux qui vivent sur la planète, ils sont dedans de fait. Oui, parce que moi j'avais vu un sketch d'un humoriste qui m'avait bien fait rire, c'était Haroun, où il parlait d'Olivier Besancenot qui arrivait sur un plateau télé avec des Nike, et il expliquait que pour Olivier Besancenot, le capitalisme c'est mal, mais pour les pieds c'est pas mal. Sauf que on est tous ça. Il est obligé de s'acheter des chaussures en fait. Oui, on est tous là. C'est le truc, c'est que c'est vrai. Parce que on peut pas être dans le purisme à 100%. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui sont. Alors malheureusement, on n'a pas forcément les moyens de ces convictions. Enfin, les gens qui sont anticapitalistes, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter tous leurs vêtements chez des couturiers bio, etc., locaux, etc. Donc, après voilà, c'est la limite du jeu. Mais en plus, ça n'empêche pas les engagements. C'est pas parce qu'on met un truc de marque qu'on est devenu forcément un crapuleux, quoi. Oui, faut arrêter avec ça aussi. Sinon, on s'habille plus, on vit plus, on mange plus, on sort plus au restaurant. C'est comme le fameux exemple du végétarisme et du véganisme. Y a des gens qui décident, pour dénoncer les conditions justement d'abattage des animaux, etc., les conditions d'élevage des animaux, ils décident de plus consommer aucun produit d'origine animale. Alors il y a des gens qui ont les moyens financiers, psychologiques, matériels, tout pour le faire. Il y a des gens qui ont pas forcément la force de faire ça, mais ça veut pas dire qu'ils trouvent que ce qui se passe dans les abattoirs c'est bien. Voilà, faut savoir. On est là-dessus, ouais. Voilà. Mais le problème c'est toujours ça, souvent quand les gens me disent t'as la belle vie, je dis oui, mais justement moi je la souhaite à tout le monde. C'est pas de l'avoir pour moi, c'est que je voudrais bien que tout le monde ait cette capacité. Oui. C'est ça aussi le but du travail, c'est pas de faire de la démagogie non plus. Mais moi j'ai quelque chose qui m'avait interpellé, c'est pour ça que je t'ai invité. J'ai lu 2 textes sur le viol, c'est ça, sur les violences, tout ça. Oui. Et je sais que tu travailles sur une série, alors je voudrais que tu nous en parles parce que j'ai beaucoup aimé ces textes.
Oui. Et donc je trouve que c'est un bon travail et ce serait bien de le faire connaître et peut-être que les gens aussi te suivent là-dessus. Oui, alors le 8 mars dernier, j'ai décidé de lancer une série sur mon blog. En fait, c'est parce que la question est d'actualité, surtout depuis le mouvement avec le hashtag MeToo. Balance ton porc. Oui, balance ton porc, MeToo. Et sachant que bon, il existait déjà avant le mouvement MeToo, hein, ça avait été créé par une afroféministe il y a bien longtemps et c'est ressorti maintenant avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. des États-Unis, ouais. Et du coup, en fait, j'ai prévu, je me suis dit que comme il y avait plein d'affaires qui sortaient, je me suis dit que c'était le moment en fait de parler de ça. En plus, c'est arrivé en même temps que le 8 mars, donc disons, on va dire que ça tombe bien. Déjà en fait, parce que j'ai lu beaucoup de bêtises en fait sur ce qu'est le viol et je me suis rendu compte qu'il y a très très peu de personnes qui savent ce que c'est, qui sont capables de reconnaître ce que c'est et en fait c'est complètement flippant parce que cette ignorance ça vient autant de la part d'hommes que de femmes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent se faire violer, qui s'en rendent pas compte, et il y a des personnes qui sont capables de violer sans s'en rendre compte. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait remettre les points sur les i, qu'il fallait donner des chiffres qui correspondaient à la réalité. Donc j'ai commencé par ça. Donc j'ai déjà sorti un article sur qu'est-ce que le viol. Donc et là en fait j'ai sorti tous les chiffres, toutes les statistiques concernant le viol. Ensuite, j'en ai écrit un sur la culture du viol. Donc en fait, ça correspond à tout ce qui encourage en fait le viol dans notre société et surtout et qui fait peser la responsabilité d'un crime, parce que le viol est un crime, sur la victime. Tout à fait. Ce qu'on fait pas pour les autres crimes. Elle a provoqué, elle a machin, mais elle a le droit de s'amuser, c'est personne qui provoque qui que ce soit. Oui. C'est sa liberté, quoi. Oui, d'un côté, on parle de liberté, de l'autre côté, on dit elle a provoqué. Et surtout, qui provoque quoi? Surtout, ça veut rien dire. Bien surtout sûr. que ça veut rien dire, parce que il y a beaucoup de... Enfin, quand on sait que dans les chiffres que j'ai sortis, il y a 80% des victimes qui connaissent leur violeur. Ah, donc, tant que ça. Hein. Oui, 80%, donc ça peut... Et qui ne sont pas poursuivis. Il y a que... Alors, il y a une plainte il y a une victime sur 10 qui porte plainte, et il y a moins de 2% des viols qui sont jugés en cour d'assises, parce que... Du coup, qui sont jugés comme un crime, parce que pour des raisons financières, c'est souvent requalifié en agression sexuelle, alors que c'est pas la même chose. Du coup, on passe d'un crime au délit, et un délit, c'est jugé en correctionnel. C'est important d'expliquer aux gens qui nous regardent que, effectivement, l'agression sexuelle, c'est un délit, et que le viol, c'est un crime. Oui. Et que c'est important de bien qualifier les choses. Oui, et ce qui est hallucinant, c'est que quand quelqu'un meurt, on va pas lui demander... Alors bien sûr, il y a des légistes et tout ça qui vont chercher des preuves vis-à-vis sur la victime, etc. Mais on va pas demander à la personne qui a été assassinée de prouver qu'elle a été assassinée. Alors que là, avec la charge de la preuve, vu qu'en France il y a la présomption d'innocence, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que du coup en fait ce qu'on fait c'est on demande à la victime de prouver qu'elle a été violée. Du coup c'est encore plus violent. On demande à la victime de se déshabiller une deuxième fois en fait. C'est ça. Et justement le prochain article que je vais écrire, c'est justement pourquoi faut pas le troisième, tu veux dire? Oui, le troisième. Ouais. Pourquoi faut pas commenter les affaires de viol uniquement via le prisme judiciaire? Parce que c'est pas suffisant. C'est le prisme judiciaire, c'est l'arbre qui cache la forêt, et c'est tellement biaisé. Parce qu'une victime, lorsqu'elle va porter plainte, qu'elle va subir des tas d'examens médicaux pour prouver qu'elle a subi ça, qu'elle va être obligée de tout raconter, sachant qu'il y a tout un tas de phénomènes lorsqu'on est victime de viol qui fragilisent psychologiquement et qui fait qu'on n'a pas forcément
qu'on n'est pas forcément en pleine possession de ses moyens, parce que c'est pas pour rien que c'est considéré comme un crime. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça tue et qu'on peut rien faire une fois qu'on a été violé, c'est pas ça. Ça tue quand même, il y a une part de nous qui ça a impacte fortement. Ça impacte sa vie, ça impacte son avenir, ça impacte ses relations, sa vie après, ça impacte aussi sa vie sexuelle après, sa vie de famille, sa vie de couple, ça peut impacter beaucoup de choses. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent détruire chez quelqu'un. En fait, c'est comme on va dire, c'est comme une maladie, quoi. C'est comme une maladie qui aurait été, par contre, qui aurait été infligée par quelqu'un d'autre, quoi. Alors c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne montez pas sur ce sujet quand on doit dénoncer, c'est pas de se venger de tel ou tel ou d'avoir des trucs un peu malsains pour nuire à tel ou tel. Quand vous avez été victime de viol, il faut poursuivre les gens, mais il ne faut pas inventer parce que du coup, ça dénature justement celles qui le sont réellement. Oui, voilà. C'est là aussi où on a un vrai problème à expliquer d'éducation. D'ailleurs, il y a très peu de plaintes mensongères. Même si elles sont minoritaires, ça reste grave. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui, parce que ça nuit. Non, mais parce que c'est pas par rapport à lui, parce que ça nuit. Après, du coup, ça amène effectivement à vérifier si les femmes disent vrai, etc. Donc, du coup, ça nuit à celles qui ont besoin justement d'être crues, d'être entendues, accompagnées, soutenues. C'est comme la question des allocations, des gens qui fraudent aux allocations. Ils sont minoritaires, mais on va quand même surveiller la majorité. C'est ça, c'est bien de l'expliquer. Vous voyez comme quoi, hein. Et pourtant ils sont minoritaires. Hein. Mais après, du coup, toute la majorité est mise sous tutelle, on doute de tout le monde. Oui, après, il faut bien savoir aussi qu'il y a un article sur Slate justement à ce sujet, au sujet des plaintes mensongères. La majorité des plaintes, des fausses plaintes entre guillemets, c'est pas par volonté de nuire, c'est parce que la personne n'a pas bien identifié qu'elle a fait ce qu'était un viol. C'est parce que voilà, on revient au problème où les gens ne savent pas reconnaître un viol. Ça veut dire qu'une victime de viol peut l'être sans s'en rendre compte. Tout à fait. Et de la même manière que quelqu'un qui se rend coupable d'un viol ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on essaie de préciser pour bien montrer aux gens quand même qu'on est vraiment dans quelque chose un vrai crime, quoi. C'est pas et c'est important de le savoir, de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Oui. Et donc c'est le 3e article là, donc tu vas pour pouvoir reconnaître les choses ou qualifier. Oui, ça c'est le 3e article. Après j'ai aussi prévu d'un article sur les solutions, sur comment on peut lutter contre ce crime, quels sont les moyens. Et en dernier, j'ai envie de parler de justement les enjeux de la question raciale dans les questions justement de viol, parce que le fantasme du harem colonial, oui. Ça c'est on est en plein dedans, entre guillemets, le côté devenu péjoratif des borettes et des blackettes, ça commence à être inquiétant dans cette société, non? Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi cette question-là, mais il y a surtout en fait le fantasme de l'homme arabe qui serait plus violent que l'homme blanc avec les femmes. Ça. Voilà, c'est surtout ça qui pose problème, et c'est surtout c'est cette question-là qui fait que on se retrouve souvent dans des conflits, et souvent celle qui paye le prix fort, c'est justement les victimes de viol, quoi. C'est souvent elles qui payent le lourd tribut, pas toujours, hein, mais là en l'occurrence, le truc. Alors, voilà. C'est quoi le nom de ton blog, parce que j'invite les gens à venir le lire, et surtout ces 5 articles, et moi j'ai vu les 2, je me dis, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est vraiment, c'est fouillé, c'est intéressant. Après, les gens peuvent être d'accord ou pas, mais en tous les cas, c'est intéressant de poser le décor. Oui. Et donc, c'est quoi le nom du blog où ils peuvent te retrouver? Alors, celui-ci, le blog où j'écris justement des articles un peu plus fouillés, il s'appelle lechatglouton.wordpress.com. Alors, le chat glouton, oui. Comme le chat glouton, hein, le chat, L-E-C-H-A-T, oui. Glouton comme le glouton, G-L-O-U-T-O-N. C'est ça. Il est sur WordPress, donc c'est .wordpress.com. .wordpress.com, WordPress, voilà. W-O-R-D, press, P-R-E-2-S. C'est ça. .com, C-O-M, donc là, c'est ça. D'accord, on peut le retrouver sur donc, lechatglouton.wordpress.com. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver les articles de Mounia que je vous invite à lire. Et comme ça, au moins, vous pourrez échanger avec elle, lui envoyer des messages. Et comme ça, elle répond. Je crois qu'elle répond régulièrement à tout ça. Oui. De toute façon, il y a mes réseaux sociaux dessus. Donc je suis sur Twitter et je suis sur Facebook. Donc, voilà.
Voilà. Et donc, c'est quoi l'actualité? Alors, donc, c'est ces 5 articles. Et sinon, sur ton blog, on peut trouver aussi, sur ton blog, tu as un autre blog aussi, je crois, qui est Oui. moins fouillé, C'est plus disons que c'est plus des billets d'humeur. Voilà. Donc, ce blog-là, le lien, il est sur la page d'accueil de mon blog principal, donc il suffit de cliquer dessus. Du coup, oui, après, c'est plus des billets d'humeur. Et là, du coup, je peux... dessus, en général, je peux mettre des témoignages sur ce qui peut m'arriver justement et pour moi qui ont un sens politique. Et parfois, il y a d'autres personnes, ça m'est déjà arrivé d'héberger des textes d'autres personnes sur ce site-là aussi. Alors, comment t'es venue l'idée de faire des billets d'humeur comme ça, au milieu d'un seul coup Alors, non, c'est pas venu d'un seul coup. Hein. C'est parce qu'en fait, j'avais ouvert un compte Twitter parce que j'étais curieuse, en fait, parce que j'avais vu que dans plusieurs émissions télé, on faisait passer des tweets, que ça devenait un peu à la mode et que du coup, pour s'informer, ça avait l'air assez intéressant. Moi déjà, je m'informais déjà beaucoup sur l'actualité économique, parce que comme j'étais ingénieur en gestion industrielle, c'était des questions qui m'intéressaient beaucoup. Et j'ai créé un compte Twitter, puis j'ai commencé à tweeter, à donner mon avis sur... au début, c'était 140 caractères, donc voilà, je tweetais comme n'importe quelle personne lambda. Puis j'ai commencé, en fait, il y a des politiques qui ont commencé à me lire, après des journalistes, et puis au fur et à mesure... Il y a un jour, une fois, il y a un de mes tweets qui a fini dans l'hebdomadaire Politis. Et là, j'avais déjà des idées qui me germaient en tête, mais je savais pas trop quoi en faire. Mais je me suis dit que ça serait bien que je développe sur un peu plus de 140 caractères. Et du coup, j'ai commencé par écrire des articles un peu plus fouillés. Donc j'ai ouvert un WordPress. Et en fait, j'écris pas forcément régulièrement dessus. J'écris juste quand j'ai l'impression que quand je me retrouve pas dans ce que j'ai pu lire en fait sur des sujets d'actualité qui me touchent, on va dire ça comme ça. Voilà, en plus, il y a eu un clin d'œil à Politis. Oui. Je salue le chef de Politis. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Et merci en tous les cas de venir nous expliquer. Donc on peut te retrouver sur lechaglouton.wordpress.com. Ouais. Te suivre. Écoute, en tous les cas, bravo pour tes billets d'humeur et pour ce travail de recherche qui effectivement va permettre à beaucoup de gens de s'informer et au moins de pouvoir se préserver de cette société qui est malheureusement des fois de plus en plus dure pour eux. Et nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine vendredi, pas la semaine prochaine, avec un nouvel invité. Vous savez, c'est le lundi et vendredi à 20h, Café Mort. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bonne soirée.